Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Macron, il ne sait pas ce que c'est. De parler... la diplomatie. La diplomatie, ouais, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. D'ailleurs, les Européens ne savent plus ce que c'est. On a l'impression que pour les Européens, la diplomatie, c'est que si on n'est pas d'accord, on prend des sanctions. Et on ne se parle plus quand on n'est pas d'accord. Alors que justement, la diplomatie, ça sert à se parler quand on n'est pas d'accord. Mais c'est un paradoxe d'ailleurs, parce que aujourd'hui, les pays européens, en particulier la France, qui sont de plus en plus endettés, dans des situations économiques de plus en plus compliquées, souhaitent mettre des sanctions à des pays qui, eux, économiquement, ont dépassé le cadre des voies de développement. Bien le sûr. cas de l'Algérie, l'Algérie économiquement est beaucoup bien plus, sûr. on va dire, dans de meilleures conditions que ne peut l'être la France. Mais bien sûr, Et, mais on est... De la même manière qu'on a essayé de faire la guerre économique à un pays comme la Russie, qui alimentait l'Europe en gaz. Paradoxe. C'est même plus que des paradoxes. Si vous voulez, le fond de ma pensée, je reviens tout à l'heure quand je disais la parole de Bismarck, qui parle d'Europe ment ou qui parle d'Europe à tort, qui parle d'Europe se trompe. C'est qu'au nom de cette idéologie, c'est une idéologie qui est en train de détruire les pays d'Europe. Mais vraiment. Parce que ça nous a retiré la faculté de penser, la faculté de la stratégie. C'est-à-dire que vous avez des bons esprits qui se disent « oui, je saborde mes intérêts nationaux, mais c'est au nom d'une espèce d'entité salvatrice ». Vous savez, c'est une espèce de... C'est du domaine de la foi. Oui, mais c'est une religion. Si vous voulez, on peut considérer... Vous savez, en France, beaucoup de communistes, en fait, c'était des gens qui étaient très cathos à l'origine, des familles, et qui petit à petit ont quitté le christianisme pour se réfugier dans une nouvelle foi religieuse. Mmh. D'ailleurs, le communisme était empreint de valeurs chrétiennes. Une rigueur morale, par exemple, sur les mœurs, c'était très rigoureux. Il y avait la morale communiste était une morale, en fait, exactement la morale qu'on apprend dans les catéchismes, voilà, avec la transcendance en moins, et puis le capital de Marx en plus, quoi. C'était ça. D'ailleurs, c'est pas qu'en France, c'est pas pour rien que ce sont les pays catholiques romains d'Europe où il y a eu les plus forts partis communistes. L'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal. Voilà. En revanche, dans les pays du nord de l'Europe, où, à partir du début du XVIe siècle, sous l'influence de Luther, il y a eu le début du protestantisme qui a donc refusé la mainmise du Saint-Siège, qui a voulu protester, c'est pas protester au sens de... Je ne suis pas d'accord, c'est témoigner. En latin, protestare, ça veut dire témoigner. Ils ont voulu témoigner de l'Évangile, ils sont revenus au texte d'origine. Luther, il a regardé la Bible, l'Ancien Testament et puis les Nouveaux Testaments, et puis il n'a pas vu là-dedans, par exemple, la vente des indulgences. Vous savez, sous la Rome des Borgia, si vous donniez de l'argent, vous alliez au paradis. Donc là, il a dit, ça, c'était pas prévu dans le truc. Donc, ce sont des pays beaucoup plus pragmatiques, les pays du nord de l'Europe, beaucoup plus concrets, pragmatiques, comme les pays anglo-saxons. Ce qui a donné le libéralisme. Voilà. Donc nous, on est, avec même des dérives du style l'Église presbytérienne, c'est presque une antithèse du christianisme, puisque l'Église presbytérienne considère en fait que c'est un peu la mentalité des Américains, de la destinée manifeste. Si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous êtes riche, c'est que vous êtes un élu par de Dieu. Voilà. Oui. Et c'est très bien. Et si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute. Voilà. C'est vraiment c'est le principe même de l'Église presbytérienne. Alors on pourrait d'une certaine façon dire que c'est une véritable hérésie du christianisme, qui est au contraire une religion des pauvres. Bon, mais ça fait partie de l'histoire des hommes. Mais ça reflète de manière très intéressante le poids d'une idéologie dans un pays et la nécessité d'avoir la mémoire, on va dire, de cette idéologie, de cette spiritualité aussi, qui incarne l'esprit d'un pays. Oui, et pour lesquels, par exemple, les Russes sont très attachés. Il faut comprendre aussi quelque chose. Dans les années 70, 70, la gauche avait le vent en poupe, dans tous les pays d'Europe notamment. Et De Gaulle disait « on a toujours un peu honte d'être à droite, on se pavane d'être à gauche ». Et c'était vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais lycéen, puis quand j'ai passé les concours pour entrer à HEC, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça.
tous les profs étaient marxistes-léninistes. Dans Paris, c'était vraiment le haut du pavé, c'était l'époque du programme commun de la gauche. Et Giscard, le septennat de Giscard, doit se comprendre avec le fait qu'il avait face à lui une gauche ultra-majoritaire. Bon. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vous aviez des gens de droite. D'abord, on ne disait pas la droite. Hein. Quand j'étais petit, on n'entendait pas ce mot. Il y avait la gauche et la majorité. Tout le temps, tout le temps. Il a fallu attendre le 10 mai 1981 à 20h02 pour d'un seul coup un journaliste dise la droite. C'est-à-dire qu'avant, c'était un mot qui était interdit, en fait, qui était tabou. Donc, il y avait une partie des gens de droite qui... le procès, par exemple, le procès qui a été fait à De Gaulle, qui a été fait à ses successeurs, à des gens comme Michel de Bretel, c'était le procès en ringardise. C'était vraiment des vieux ringards, la modernité, mai 68. Il fallait du progressisme. C'était la gauche, etc. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, l'Union soviétique avait enregistré, du moins le camp socialiste au sens large, avait enregistré des succès majeurs avec la décolonisation portugaise, donc l'Angola et le Mozambique basculant dans le camp socialiste, avec, ça c'est en 1974, en 1975, c'est le Cambodge, le Laos et le Vietnam qui basculent dans le camp socialiste, etc. Donc à l'époque, dans ces années-là, il y avait toute une pensée sur le thème. C'était les livres de Jean-François Revel, comment les démocraties disparaissent, etc. Il y avait une espèce de sens de l'apocalypse, c'était que le communisme mondial allait triompher. Et que l'ensemble c'était le grand moment de ce qu'on appelait les dissidents soviétiques qui mettaient en garde l'Occident que voilà, c'était une espèce de stade fatal de l'homme. Donc ça, c'était vraiment la pensée qu'il y avait dans les années 70. Et donc, il y avait un certain nombre de gens de droite qui, pour ne pas passer trop ringard et trop facho, trop je ne sais pas quoi, ont embrassé la foi européenne parce que ça leur permettait d'avoir d'abord une espèce de modernité. Voilà, je ne suis pas nationaliste, je suis pro-européen. Et en même temps, une espèce d'assurance-vie, puisque tous les pays d'Europe du Nord ont été totalement rétifs au communisme. C'est l'explication que je donne sur les religions est vraiment importante. Le Parti communiste a fait en France en 1947 a fait jusqu'à 29% des suffrages. Après ça, il était baissé, mais encore en 1969, Jacques Duclos, au premier tour, fait 22% des suffrages. Et même encore en 1981, je crois, Georges Marchais fait encore 14% des suffrages. Ouais. Bon, maintenant, on est tombé à 2, 3... Et encore, M. Roussel, il est communiste comme je suis, moine tibétain. Et encore, il n'a strictement plus rien de communiste, Fabien Roussel. Ce qui est d'ailleurs un peu curieux, parce que la situation actuelle redonne de l'intérêt à la pensée marxiste-léniniste, je trouve, en termes d'explication. C'est assez curieux. Bon, enfin bref. Oui, sur les failles de notre système voilà. aussi capitaliste. Absolument. Du style, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ça va assez bien avec la mondialisation. C'est de plus en plus récent. Et à l'époque, donc, vous avez toute une partie de la droite qui est devenue, dans la foulée, c'est notamment la démocratie chrétienne, qui est devenue européiste, justement, pour se démarquer. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis la main dans un engrenage dont ils ne savent plus comment se sortir. Et aujourd'hui, c'est devenu être pour l'Europe, c'est devenu une espèce à la fois de passeport et d'obligation pour ne plus avoir aucune stratégie et de torpiller les intérêts nationaux. Le nombre de fois c'est une guerre contre les peuples. C'est une guerre contre... Enfin, si vous voulez, à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez des peuples, plus vous allez vers le nord, plus vous avez des pays pragmatiques qui défendent leurs intérêts nationaux. Mais plus vous allez vers le sud, plus vous avez des peuples qui ne défendent pas leurs intérêts nationaux au nom de cette entité salvatrice qui va arriver. Vous avez quand même une Mélanie qui a été mise en avant en Italie. C'est vrai, vous avez raison. Il y a Mélanie qui est arrivée. Donc les choses peut-être évoluent, mais enfin Mélanie, que voulez-vous que je vous dise ? Elle reste dans l'Europe. Elle reste dans l'Europe. Mélanie, elle s'est fait élire, comme Merz d'ailleurs, sur le thème « l'immigration va sévir », vous avez vu quel est le bilan de Mélanie. Le nombre d'immigrés augmente depuis que Mme Mélanie est là. Le tour de passe-passe, c'est qu'il y a moins de migrants clandestins et beaucoup plus de migrants légaux. C'est-à-dire qu'elle donne Enfin, c'est incroyable. Et vous avez l'extrême droite. Moi, je répugne un peu à parler d'extrême droite quand je parle du Rassemblement national, parce que si on veut être honnête, moi je suis toujours honnête intellectuellement,
c'est pas un parti d'extrême droite. Alors, il y a sans doute parmi les adhérents, les sympathisants, les militants du RN, des gens qui en sont restés à la vieille époque de Papy Le Pen. Donc c'est possible qu'il y en ait qui fassent des chants hitlériens, ça c'est possible. Mais concrètement, les analyses, le programme, le positionnement, les actions politiques du RN, c'est devenu maintenant la co-gestion avec Macron, en fait. Et si Madame Le Pen arrive au pouvoir un jour... ce que personnellement j'avais souhaité en 2022, moi j'avais, si tant est que les gens me... Pour la première fois, j'avais dit, moi, il faut voter Le Pen plutôt que Macron, parce que je pensais que le pire, c'était Macron. Je pense toujours. Mais je me demande que ça serait très salutaire que les Français fassent l'expérience. Bon, malheureusement, le temps presse maintenant, parce que la France est vraiment en train d'être désintégrée. Mais si on avait un peu plus de temps, ça aurait valu la peine que les Français essaient Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Parce que Zemmour, comme Le Pen, comme Bardella, comme Maréchal, comme Knafo, comme je ne sais pas qui, ils sont tous pour rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Terminé. Terminé. C'est-à-dire que les Français, au bout de 6 mois, se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? On nous a encore menti. » Voilà. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui... les gens ont engrammé en France, comme on dit en termes psychiatriques, les dirigeants politiques, ils veulent pas avoir l'effet Asselineau. C'est-à-dire vous savez, j'ai invité l'autre jour sur ma chaîne de télé Jean-Pierre Petit, vous voyez, Jean-Pierre qui est Petit, physicien, voilà, célèbre physicien. qui est adhérent de l'UPR et qui a 87 ans. Franchement, je pense que comme moi, vous aimeriez. Puis à 87 ans, il a une vivacité d'esprit. Dans son domaine. Ah oui, vraiment. Et vraiment. Et donc, il a été trop en avance sur beaucoup de gens. On l'a vu d'ailleurs pendant la guerre en Ukraine, voilà. Avec ses missiles hypersoniques, ça faisait écho tout à fait à ses travaux. Je l'avais vu il y a 15 ans. Ouais. J'avoue que quand je l'avais rencontré, il m'avait parlé de ces missiles hypersoniques qui allaient à plusieurs fois la vitesse 5, 6, 10 fois, 15 fois la vitesse du son, y compris en milieu aqueux sous l'eau. Moi, j'avais dit, quand même, ça me paraît bizarre, j'y connaissais rien du tout. Donc ça me paraissait un petit peu bizarre. Et puis surtout, ce qui me paraissait bizarre, c'est que en fait, son truc n'avait l'air d'intéresser personne. Bon, ça, c'est le drame de la France. On a toujours des gens qui sont beaucoup... qui finissent par comme il n'avait pas fait Polytechnique et Normal Sup, mais seulement une école d'ingénieur. Partie du sérail. Ouais. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il était... ça, c'est le caractère courtisan des Français. On en est toujours un peu à la cour de l'étiquette de Louis XIV. Bon. En attendant, en parlant avec Jean-Pierre Petit, il m'a dit dans la vidéo, il m'a dit qu'il était victime de l'effet Asselineau, c'est-à-dire avoir raison et que ça dérange tout le monde, eh bien, la sanction, c'est que vous êtes invisibilisé. Donc on n'en parle jamais. Voilà. C'est une sanction, c'est le silence qui tue. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. En revanche, en ce moment, vous avez vu les médias qui font monter M. Bardella, ou qui font monter Mme Knafo après avoir fait monter Zemmour. Pourquoi ils font ça ? C'est parce que tous ces gens sont absolument inoffensifs pour le système. Bien sûr. Même maintenant, le tout dernier, c'est M. Dominique de Villepin. Tous ces gens, Dominique de Villepin, c'est pareil. Il est devenu... Moi, je le connaissais il y a 15-20 ans. Moi, je l'avais félicité en 2003 pour son discours à l'ONU sur l'affaire en Irak. Il avait fait un très beau discours, très bien. Mais en pratique, Dominique de Villepin, maintenant, il est ultra-européiste. Voilà. C'est peut-être l'un des seuls aussi, mais là, on partirait sur un autre sujet, mais c'est peut-être l'un des seuls qui a été plus ou moins digne sur ce qui se passait en Palestine, dans la bande de Gaza, et c'est le seul qui a eu une voix qui portait, qui sortait. D'abord, c'est pas le seul. Je me permets de lever la main. Moi, j'ai fait des vidéos. Aussi, j'ai été, bien avant M. de Villepin, je crois, à réclamer la création d'un État palestinien, à réclamer qu'il y ait une justice, qu'on applique les résolutions du Conseil de sécurité, etc. Sauf que moi, je n'existe pas. Voilà, parce que le problème... Alors que M. de Villepin, on le met en avant là, sur le truc. D'abord parce que je pense qu'il a des casseroles qu'on lui sortira au moment venu, parce que le système n'aime pas les gens qui n'ont pas de casseroles. Voilà. Moi, on a essayé de me foutre des casseroles, ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est terminé. On ne parle jamais de moi, mais alors que je pense que M. de Villepin, je ne sais pas quels sont tous les financements dont il bénéficie, mais en tout cas, ce que j'ai vu, et ça m'a un peu estomaqué, c'est que là, il faut plus d'Europe. Bon, c'est très bien. À partir du moment... Si vous voulez, moi, si j'avais voulu devenir ministre, même peut-être au-dessus, c'était très simple. J'aurais dû dire que j'étais un Européen convaincu. Il fallait, l'Europe ne marche pas, mais il faut plus d'Europe, etc. Ça, c'était voilà. Donc là,
Et la grande difficulté de la France d'aujourd'hui, c'est que vous avez énormément de Français qui regardent ça de loin, la scène politique de loin, qui se contentent lorsqu'il y a une phrase qui leur plaît, lorsqu'il y a Madame Knafo qui dit, voilà, je sais pas, il y a trop d'immigrés, ah bah elle est bien, etc., parce qu'ils la voient. C'est du marketing. C'est du pur marketing. Il n'y a aucune cohérence, en fait, dans les propos. Au contraire, il y a beaucoup de manipulation. Quant à M. de Villepin, effectivement, il a tenu des propos qui étaient, en effet, où il a eu raison de souligner le martyre du peuple palestinien. Il a, à mon avis, peut-être été un petit peu trop déséquilibré dans sa réaction. Il aurait pu peut-être un petit peu mieux aussi souligner que c'est quand même un sujet, c'est un peu comme Maroc et Algérie. Hein. La France, elle devrait, sur ce sujet... On a, pendant très longtemps, la France a essayé de tenir la balance égale entre les deux. Bon. Et ça n'est plus le cas, malheureusement. Maintenant, il y a un 2 poids, 2 mesures. Donc il a eu raison de le faire. Mais il est peut-être allé un petit peu loin. En tout cas, ça lui a aliéné bien des voix à droite. Hein. Voilà. Puis M. de Villepin, c'est quand même quelqu'un... Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 15 ans, on l'avait déjà sorti d'un chapeau. Il avait créé un parti politique qui s'appelait République souveraine. Oui. Mais il a été très vite aussi mis de côté. Oui, puis après, il s'est fait embaucher par le Qatar ou je ne sais pas quoi pour être avocat d'affaires. Enfin bon, voilà. Mais bon. On arrive au terme de notre entretien, mais en même temps, je voudrais vous faire conclure sur, parce qu'on a parlé spiritualité, et vous me disiez que ça vous tenait à cœur d'en parler, c'est la situation du pape François actuellement, avec ses difficultés de santé, et on sait le poids que peut avoir et qu'a l'Église catholique dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça présage? Alors là, c'est un sujet qui mériterait une émission entière. Une émission entière, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. Il se trouve que dans ma vie, j'ai été amené, quand j'étais au Quai d'Orsay, à aller à une cérémonie de canonisation d'un Français qui s'appelait Jean-Gabriel Perboire, qui a été canonisé, c'est-à-dire devenu saint, en mai 1996 au Vatican. Et la tradition veut que le gouvernement soit représenté. Voilà. Et donc, M. de Charette, qui était allé avec Jacques Chirac, moi j'étais auprès d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères, qui était allé en visite d'État au Vatican quelques mois avant, ne souhaitait pas y aller. Donc c'était le ministre de la Coopération, M. Godefroy, qui avait été chargé de représenter le gouvernement français. Et Charette, qui m'aimait bien, m'avait dit « ça va vous intéresser ». Donc j'étais le représentant de Charette auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès de M. Godefroy. Donc j'avais assisté à cette canonisation et après j'avais été reçu par Jean-Paul II, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, le poids de l'Église catholique en France et dans les pays d'Europe occidentale a considérablement diminué depuis les années 60. Ça, c'est absolument incontestable. Personne ne peut le nier. Mais, d'une part, ça n'est pas forcément totalement irrémédiable, puisqu'on voit certains signaux. Vous savez, quand vous faites de la prospective, on voit qu'il y a un renouveau des pèlerinages. Le pèlerinage à Chartres se fait plein. Il y a de plus en plus de gens qui font le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand vous allez dans certaines églises, dans des églises parisiennes, le dimanche, ou en tout cas les grandes fêtes, les églises sont quand même pleines. Le poids a considérablement baissé. Il n'est pas devenu nul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Église catholique a du poids en Amérique latine, même si elle est beaucoup concurrencée, comme en Afrique, par les mouvements évangélistes, mais elle a quand même du poids. Et elle en a aussi en Asie, notamment il y a des pays comme la Corée du Sud ou les Philippines, où elle a vraiment beaucoup de poids. Donc c'est quand même une espèce d'ONG, si l'on peut. C'est la plus ancienne des organisations non gouvernementales. Le pape est considéré comme un chef d'État. Quoi que ce soit effectivement un État avec le Vatican. Or, cette force-là peut avoir une influence politique considérable, bien entendu. Elle en a toujours eu. Rappelez-vous la parole prêtée à Staline, le Vatican combien de divisions. Évidemment, elle n'a pas une force militaire. Il en a eu. Les États de l'Église ont eu des mercenaires. D'ailleurs, les gardes suisses en sont la trace. C'était une vraie puissance. Maintenant, ça ne l'est plus, mais c'est quand même quelque chose qui a du poids. Et alors, ce qui est intéressant, mais c'est là où ça serait un petit peu long d'expliquer ça, mais c'est que vous avez des États qui, traditionnellement, regardent très près l'élection d'un nouveau pape. Il y avait, à l'âge classique, un certain nombre d'États, les plus grands États d'Europe, à commencer par la France, s'étaient arrogés un droit de veto sur la nomination d'un pape.
Alors, je crois que c'est Innocent XI, par exemple. Le cardinal qui est devenu Innocent XI, à plusieurs reprises, Louis XIV avait mis son veto. D'ailleurs, lorsqu'il a été élu pape, il nous a fait baver. Donc, il y avait une espèce de droit que s'était arrogé. Il y avait le Saint-Empire romain germanique, il y avait la France, il devait y avoir les rois très catholiques, peut-être le très fidèle. Vous savez que dans les monarchies d'anciens régimes, chacun avait sa titulature. Bon. Donc Sa Majesté très chrétienne, c'était le roi de France, on l'appelait le très chrétien. Sa Majesté très catholique, c'était le roi d'Espagne. Sa Majesté très fidèle, c'était le roi de Portugal. Sa Gracieuse Majesté, c'était le roi d'Angleterre. C'est resté d'ailleurs, on dit Sa Gracieuse Majesté, mais les gens ne savent pas, par exemple, quand on disait le très chrétien s'est rencontré avec le très catholique, c'était en fait le roi de France et avec le roi d'Espagne. Ça dit le poids de la catholicité dans l'histoire de France. Absolument, ça c'est très important à comprendre. Maintenant, la France ne pèse plus grand-chose, sans doute dans l'élection d'un pape, même plus rien. En revanche, il y a des grandes puissances qui ont pesé et qui tiennent à la fois au statut de grande puissance, aux maîtrises des médias et aussi à l'argent. L'une des églises parmi les églises les plus riches qu'il y a dans le monde, il y a l'église catholique aux États-Unis. Il y a quand même des millions de fidèles qui donnent quand même de l'argent. Puis c'est les États-Unis, donc il y a quand même pas mal d'argent. Même si ce n'est pas une religion ultra majoritaire, il y a quand même beaucoup de catholiques quand même aux États-Unis. Il y en a même de plus en plus avec l'arrivée des latino-américains. Et il y a aussi l'Église allemande. Là aussi, l'Allemagne, il y a une partie de l'Allemagne qui est protestante, tout le nord de l'Allemagne, mais il y a aussi des catholiques, tout ce qu'on appelle l'Allemagne rhénane, la Bavière, le Rhénanie-Palatinat, etc., qui, elles, sont des régions, sont des Länder catholiques. Et vous savez qu'en Allemagne, il n'y a pas la séparation des églises et de l'État. Et lorsque vous rédigez votre déclaration fiscale, vous cochez un peu comme nous la redevance télé, est-ce qu'il y a le denier de l'Église? Et c'est récupéré par les services de l'État. Ça veut dire que l'Église allemande a énormément d'argent. C'est vraiment des églises qui sont riches par rapport à l'Église de France, par rapport à d'autres églises qui sont très, très, très pauvres. Et au moment, parmi les stratèges américains, il y a une parole qui est restée célèbre, qui était celle de Caspar Weinberger, qui devait être conseiller à la sécurité ou secrétaire... Non, il n'était pas secrétaire d'État, je ne crois pas. Il était conseiller à la sécurité nationale, il me semble. C'était au début des années 70, américain, et qui avait dit... Si nous avions un pape de l'autre côté du mur, ça serait plus efficace que d'avoir 10 divisions. D'où l'influence... Et lorsque comment s'appelait-il, Montini, le cardinal Montini, qui était devenu Paul VI, lorsque Paul VI, dans les années 75, 76, 77, a commencé à avoir des problèmes de santé, il se dit que les services américains étaient toutes voiles dehors pour essayer d'influer pour le successeur en essayant de placer quelqu'un des pays de l'Est. Et il est mort, comme vous le savez, en septembre 1978, je crois, Paul VI. Il y a eu un conclave. Alors normalement, ce qui se passe dans les conclaves, vous savez que normalement, c'est le Saint-Esprit qui imprègne, ce sont les cardinaux qui élisent le pape. En pratique, il y a des conciliabules, il y a des clans plutôt à droite, plutôt à gauche, etc. Normalement, on ne doit pas savoir ce qui s'y passe, puisque c'est frappé d'excommunication. Quelqu'un qui révélerait ce qui s'est passé serait excommunié, mais en pratique, il y a quand même des gens qui, sous le sceau de l'anonymat, peuvent filer un certain nombre d'informations. Donc, ce qui s'est passé au premier conclave de 78, c'est qu'il y avait donc deux cardinaux qui étaient là, je ne me rappelle plus, il y avait Monseigneur Siri, je crois, d'un côté, et Monseigneur Benigni, un truc comme ça, de l'autre. Le premier, c'était le candidat des conservateurs, et le deuxième, c'était un candidat des progressistes. Bon. Et à l'italienne, comme ça, ils n'arrivaient pas à se départager, ils ne savaient pas très bien quoi faire, et à ce moment-là, d'après la petite histoire que je crois savoir, à ce moment-là, il y a eu des cardinaux allemands qui ont sorti la carte Wojtyła, un cardinal polonais, Jean-Paul et qui était le cardinal de l'archevêque de Cracovie. Et
qui avait mis beaucoup d'atouts dans son jeu. Il parlait beaucoup de langues, il était sympathique, il était assez jeune, il était charismatique, il participait à toute une série de congrégations, la congrégation pour la doctrine de la foi, la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Enfin, c'est le parcours pour devenir pape, si vous voulez. Il y a toute une stratégie à l'intérieur des... Ça, ce sont les spécialistes du Vatican qui vous expliqueront ça. Et donc, il avait beaucoup d'atouts dans son jeu. Lorsque les Allemands ont sorti ça, la candidature de Wojtyła, à ce moment-là, les Italiens se sont dit mince. Les Italiens avaient une espèce de monopole sur la papauté depuis Adrien VI, qui était un pape néerlandais qui avait dû être élu pape vers 1560. C'était le dernier pape non italien. Depuis la fin du XVIe siècle, tous les papes, sans exception, avaient été italiens. C'est un peu comme la Coupe de l'América, vous savez. Puis, il était hors de question que ça ne soit pas un pape italien, de même que la Coupe de l'América, jusqu'à il y a quelques années, vous vous rappelez. Il était hors de question que ça ne soit pas un voilier américain qui la remporte. Lorsque les cardinaux allemands, paraît-il, ont sorti la carte Wojtyła, les Italiens qui sont pas bêtes ont paniqué. Ils se sont dit, on va pas... Donc ils se sont précipités, se sont mis d'accord. La gauche et la droite se sont dit, on va trouver un pape de transition. Et ils sont tombés sur, comment il s'appelait, le cardinal de... comment il s'appelait, celui qui est devenu Jean-Paul Ier, qui était, je crois qu'il était le cardinal de Venise, et qui était gentil. Enfin, il était totalement... personne ne pensait que ça pourrait être lui. Voilà. Et ça a été le type qui convenait un peu à tout le monde parce qu'il était un peu centriste, un peu brave homme. Il n'avait pas des positions très... Et donc, d'un seul coup, il est devenu... Il a pris les noms de Jean-Paul Ier, comme Jean XXIII et Paul VI, et ses deux prédécesseurs, pour donner des gages, notamment il s'appelait Albino Luciani. Voilà, maintenant, le nom me revient. Le cardinal Albino Luciani. Et donc, pour donner des gages aux conservateurs, à la fois aux conservateurs, mais aussi à ceux qui étaient favorables au Concile Vatican II, Jean-Paul Ier, voilà. Le problème, c'est que ce brave homme est arrivé au Vatican, et puis il a voulu mettre très rapidement son nez dans les finances du Vatican, qui puaient à plein nez. Bon, ça a été de notoriété publique, que les gens qui s'intéressent aillent se renseigner sur le scandale de la loge P2, de la loge maçonnique P2, de Monseigneur Marcinkus, qui était un Américain. Enfin, tout ça était gangréné par la mafia, les finances du Vatican. Hein. C'était quelque chose de... On a retrouvé des morts. Enfin, c'était... Et lui, Albino Luciani, il s'est fait communiquer les documents, et puis il est mort. Il est mort dans des conditions tout à fait extraordinaires, puisque sa chambrière, il avait une domestique à sa disposition. Elle est venue lui apporter sa tisane le soir vers 22h. Et puis, le lendemain, à 6h du matin, il n'était toujours pas réveillé, alors que normalement, il se levait de bonne heure. Donc, elle a frappé, ça ne répondait pas. Elle est entrée, il était mort avec la lumière allumée. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a été... comment dirais-je, ses appartements ont été mis sous scellé. Et les dirigeants du Vatican l'ont mis dans un cercueil. Il a été enterré tout de suite. Donc pas d'enquête. Aucune enquête, aucune autopsie. Et comme c'est un État souverain, l'Italie ne pouvait pas intervenir. Mais est-ce qu'on peut rester aujourd'hui Alors ça veut dire... Non, mais c'est important parce que du coup, ce qui s'est passé... donc il y a des gens qui disent... on va dire que je suis comploté, mais il y a des gens qui disent qu'en fait, il a été liquidé. Il y a même des gens qui donnent les noms. Il a été liquidé par des gens qui ne voulaient pas que ce pape se mêle de ces questions financières très importantes. On ne peut pas comprendre l'histoire récente du Vatican si on oublie comme toujours l'aspect financier. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc eu le deuxième concile de 1978, conclave de 1978, et c'est là que le journal Libération avait titré « Le pape est encore mort ». Je me rappelle, c'est assez un titre à la Libération. Tous les cardinaux qui venaient de revenir de Rome, ont dû repartir pour Rome. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est plus les cardinaux allemands, je crois, ce sont les cardinaux américains directement qui ont donné Wojtyła. Et là, il y a eu un certain nombre de cardinaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Ils ont imposé ce nom-là. Les Américains ont imposé Wojtyła. Wojtyła qui, selon certains, était un homme qui pouvait avoir des proximités avec les services de renseignement et d'influence américains. Ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque du temps du camp socialiste,
les cardinaux, les grands hommes d'Église étaient les seuls qui pouvaient franchir le mur, aller facilement. Un cardinal, on ne pouvait pas l'empêcher d'aller à Rome. C'est aussi une manière de faire de la diplomatie, de voilà. jouer avec. Donc, et de fait, Jean-Paul II a fait ce qu'il. Enfin, s'il n'y avait pas eu Jean-Paul II, il n'y aurait pas eu le Solidarność. Vous vous rappelez, c'est-à-dire Jean-Paul II, il a été élu donc le 16, je crois, octobre 1978, et donc moins de 2 ans après, vous avez les chantiers navals de Gdansk en Pologne et le syndicat Solidarność, Solidarité, avec des photos de Jean-Paul II et de la Sainte Vierge, de la Vierge de Czestochowa. Le Vatican est un moyen d'ingérence. Bien sûr. Ouais. Et on ne peut pas comprendre la tentative d'assassinat de Jean-Paul II si on oublie ça aussi. Parce que là, vous savez que c'était un Turc, Mehmet Ali Akça, qui a essayé d'assassiner Jean-Paul II le 13 mai 1981, mais avec une filière bulgare, et qui Bulgarie dit Union soviétique. Parce que les Soviétiques avaient compris que c'était un danger ça a été un danger mortel. Parce que Jean-Paul II, il a servi de catalyseur à la colère populaire. Et en Pologne, enfin, moi, je me rappelle très bien, moi j'avais 20 ans à l'époque, je me rappelle très bien l'ensemble du monde occidental, du monde d'ailleurs, découvrait avec effarement qu'il y avait un pays qui s'appelait la Pologne, qui est un pays communiste, qui arrivait à avoir des pèlerinages mariaux à la Vierge de Czestochowa, où il y avait 2 millions de personnes. C'était un des pays les plus catholiques du monde, qui était complètement... Donc, voilà, ça a été un vrai début de la révolution. Est-ce qu'il faut espérer un pape français au cas où il faudrait... Alors, lorsqu'il est mort, Jean-Paul II, il a eu un peu la même destinée que Solzhenitsyn, en fait. C'est-à-dire que Jean-Paul II, au début, il a beaucoup plu aux Américains, comme Solzhenitsyn. Puis, vous savez que Solzhenitsyn a été expulsé, il est arrivé aux États-Unis. Et une fois arrivé aux États-Unis, Solzhenitsyn, qui est ce grand romancier, qui a fait donc notamment la fameuse trilogie L'archipel du Goulag, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un de très très important. Il était devenu une espèce... Lui et Andrei Sakharov, qui était un académicien, étaient devenus les figures de la résistance au totalitarisme soviétique. Bon. Lorsque Jean-Paul... Alors, Sakharov est mort en URSS parce que lui, il était le détenteur des secrets de la bombe thermonucléaire russe, donc hors de question de laisser partir. En revanche, Solzhenitsyn, les soviétiques s'en sont débarrassés, l'ont envoyé. Et une fois que Solzhenitsyn s'est installé aux États-Unis, dans le Vermont, il a progressivement fait des écrits de plus en plus critiques contre l'Occident, en disant que l'Occident avait perdu la foi, etc., etc. Il a fait des articles qui étaient quand même très, très... virulents. Virulents. Et donc, du coup, au fur et à mesure que c'était virulent, progressivement, il disparaissait dans les médias. Et c'est un peu la même chose avec Jean-Paul II. C'est que Jean-Paul II, au début, il a été le pape libérateur, donc on l'appelait superstar, etc. Et puis, vers la fin de sa vie, moi je l'ai rencontré, donc c'est en 1986, donc ça faisait quand même déjà 8 ans qu'il était pape. Il commençait à souffrir de... Excusez-moi, c'est pas en 86, je dis des sottises, c'est en 1900. C'est en 1900... Excusez-moi, c'est en quoi? C'était en 96. 16, oui, c'est en 96, je me trompe. Je ne sais pas pourquoi. C'est en 1996 que je l'ai vu, donc ça faisait 18 ans qu'il était pape. Moi, je l'avais croisé une fois à New York, mais j'étais dans le public, il était encore très jeune, c'était en 1978 ou 79, donc il avait 58 ou 59 ans. En 1996, donc il devait avoir quelque chose comme 75 ans, 77 ans. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Et c'était un homme on sentait qu'il était un petit peu préoccupé. Et il avait la doctrine qu'il avait infligée à l'Église, ou imposée, était une doctrine de plus en plus conservatrice. Il avait, je crois, notamment prononcé le célibat des prêtres ex cathedra en invoquant l'infaillibilité pontificale. Enfin, c'est des questions de droit canon. Pour verrouiller complètement la possibilité. Donc il était devenu, au fur et à mesure, considéré comme de plus en plus réactionnaire par le clergé progressiste. Et petit à petit, son image, rappelez-vous, vers la fin, il a été considéré, il a été un peu dénigré. Ensuite, lorsqu'il est mort, il y a eu cette chose extraordinaire que vous avez eu devant le catafalque à Saint-Pierre de Rome, la dépouille mortelle de Jean-Paul II. Il y a une photo extraordinaire où vous avez, au premier rang, vous avez le président George Herbert Bush, le président Clinton, le président George W. Bush,
Condoleezza Rice et peut-être même Madame Bush en randonnion comme ça sur un prie-dieu. Pour saluer la disparition d'un... Voilà. C'est-à-dire D'un qu'ils étaient homme, là, ouais. c'était totalement anormal. Et pourquoi ils ont fait tous le déplacement? Je pense que c'était pour veiller au grain et à la succession. La succession, ça a été donc celui qui était son principal collaborateur, celui qui avait écrit les principales encycliques de son règne, et qui a pris le cardinal Ratzinger, qui était bavarois, donc allemand, et qui a pris le nom de règne de Benoît XVI. Mais Benoît XVI, il n'est pas mort dans son lit. Il a démissionné. Et pourquoi il a démissionné? Il a démissionné parce que il était lui aussi de plus en plus réactionnaire, au sens des mondialistes. Et donc, il a été... il paraît que, si vous voulez, c'est le Saint-Esprit, la bon dos. Il paraît qu'un jour, on s'est rendu compte que le système SWIFT de transfert bancaire ne marchait plus avec le Vatican. Il a été pris à la gorge. Le pape Benoît XVI a été contraint à la démission. Et à la place, les Américains, l'État profond américain... Enfin, moi, je vous donne une des visions, des choses, mais qui a le mérite d'être extrêmement cohérente. L'État profond américain a catapulté quelqu'un comme Bergoglio, l'Argentin, dont on sait qu'il était très favorable aux mondialistes. Parce qu'il validait le discours de l'État profond des démocrates américains. Parler à des catholiques en France, il n'y en a quand même pas beaucoup qui trouvent que le pape actuel est formidable. Hein. Ils voient quand même que dans de très très nombreux domaines, il a pris une latitude vis-à-vis des Saintes Écritures et vis-à-vis du dogme. C'est pour ça que ça rue dans les brancards. Parmi les successeurs, les Africains, parmi les papabilés actuels, il y a Monseigneur Sarah et Monseigneur, j'oublie son nom, qui est un Congolais, les cardinaux africains sont considérés comme extrêmement conservateurs. Par exemple, les derniers trucs en date, là, vous savez, la bénédiction autorisée par le pape François des couples homosexuels, je peux vous dire que ça passe pas dans la plupart des pays du monde, notamment en Afrique. Les cardinaux africains sont vent debout contre ça, et aussi beaucoup d'autres cardinaux. Il y a aussi la chasse que le pape François a faite à ce qu'on appelle le motu proprio, qui était une mesure qu'avait prise Benoît XVI pour essayer d'autoriser les traditionalistes à avoir des messes en latin. Bon, puisque vous savez, c'est une des pommes de discorde, qui ne sait pas uniquement la messe en latin, mais enfin, c'est un des sujets de discorde. Et donc, Benoît XVI, qui voulait essayer de faire calmer le jeu, avait pris une mesure qu'on appelle un motu proprio, qui était une espèce de décret privé, et il autorisait qu'il y ait un certain nombre d'églises où les fidèles qui le souhaitaient pouvaient assister à la messe selon le rite de Saint Pie V, etc. Et ce traditionnalisme, justement, a crispé. Voilà, et alors que tout se passait quand même pas mal, il y en avait pour tout le monde, si j'ose dire, le pape François est revenu là-dessus. Donc voilà, donc il est considéré par beaucoup de catholiques comme ayant voulu réanimer la guerre à l'intérieur de l'Église et ayant des prises de position très favorables. Et puis alors, il y a toutes ces affaires, ces scandales sexuels, etc., qu'il aurait plus ou moins couverts. Enfin voilà. Alors tout ça pour aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il n'est pas encore décédé. Enfin, d'après les informations venant de Rome, il est quand même très 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 malade, dans un état critique, même a dit le Vatican. Il paraît qu'il a convoqué un consistoire. Donc un consistoire, c'est soit pour créer, comme on dit, des nouveaux cardinaux, soit pour annoncer peut-être sa démission. Il y a des gens qui disent qu'il pourrait démissionner tellement il est malade. Et voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ceci pour dire que même si ça paraît aux yeux de beaucoup de gens un peu folklorique, etc., mais ce sont les gens qui trouvent ça folklorique ne connaissent pas les pesanteurs de l'histoire, le rôle que peut jouer en effet l'Église. Et il se trouve que l'élection de Trump bouleverse la donne. Parce qu'auparavant, on voit bien qu'il y a eu la patte de l'État profond américain des démocrates américains, dans l'élection de Jean-Paul II, de Benoît XVI et du pape François. Mais là, des néoconservateurs américains. Si c'est Trump qui met sa patte, peut-être que les Américains vont intervenir dans le sens d'avoir un pape beaucoup plus conservateur, notamment sur tout ce qui est LGBT, l'ordination des femmes, le synode sur la synodalité, etc. Toutes ces mesures qui sont très, très progressistes au sens de l'Église,
à mon avis, Trump va... Rappelez-vous d'ailleurs, il y a eu une algarade entre le pape François et Trump. Lorsque le pape François a dénoncé le mur que Trump veut contre les migrants, Trump lui a dit, écoutez, moi je m'occupe de mes affaires, occupez-vous des autres. Et pas Trump lui-même, mais dans son entourage, il y a des gens qui ont fait remarquer que la cité du Vatican était sur 3/4 du périmètre, était entourée de très hautes murailles. Et par ailleurs, et c'est vrai que sous le pontificat du pape François, il a été prise une législation anti-immigrants qui est très très sévère. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui s'installe par exemple avec une tente place Saint-Pierre, etc., il est viré, il a je ne sais plus combien de milliers d'euros d'amende, il est interdit. Et on a pu suivre les interventions au sujet de ces migrants qui traversent la Méditerranée. Voilà, donc si vous voulez, il y a sur ces sujets, qui sont des sujets qui tiennent très à cœur de Trump, voilà, c'est tout ça pour dire que... l'Église aura encore un rôle à jouer. Il est possible en tout cas que Trump interviennent s'il y a une succession au Vatican. Ça, c'est, à mon avis, tout à fait possible. Voilà, et il peut y avoir, je sais pas, il y a un cardinal... Enfin, je ne vais pas me lancer dans des spéculations, mais bon, il peut intervenir là-dedans. Ça sera à suivre de très près pour ceux qui veulent essayer de comprendre le monde tel qu'il va. Voilà, sachant que nous sommes un pays laïque, mais laïque d'origine, de tradition chrétienne. Voilà. Affaire à suivre. Merci infiniment pour cet entretien, François Asselineau, Monsieur Asselineau, président de l'UPR. Et je vous dis à Merci de m'avoir reçu. Mais merci à vous. Chers spectateurs d'Omerta, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce grand entretien. Je vous rappelle la sortie de notre dernier magazine Que voici, disponible sur notre site internet et également en kiosque. N'oubliez pas de télécharger l'application Omerta pour nous soutenir. C'est encore l'une des meilleures démarches. Et tout ça pour vous dire à très bientôt.